Quel rôle pour l'Europe dans la guerre que la Russie fait à l'Ukraine? Comment agir si les États-Unis lâchent l'Ukraine et l'Europe? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Raphaël Glucksmann, député européen, le leader du parti politique Place Publique. Raphaël a fait plusieurs voyages en Ukraine, dont récemment pour le 3e anniversaire de la grande invasion russe. Bonjour Raphaël, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. Bonjour. On s'est vu pour la dernière fois le 24 février 2025, vous étiez à Kiev avec une court voyage. Et donc, depuis presque 2 mois se sont écoulés, mais on a l'impression que c'est beaucoup plus. Parce que depuis, nous avons regardé cette scène dans le cabinet ovale, de la Maison Blanche, avec la présence de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Il y avait l'arrêt de renseignements américains pour l'Ukraine. Il y avait aussi l'arrêt temporaire de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Il y a des négociations de cessez-le-feu qui sont en cours. Et donc, ma première question à vous serait simple et difficile à la fois, parce que je vous demanderai quelle est votre lecture et votre description du moment historique que nous traversons actuellement. Nous sommes face à un moment qui est d'une gravité immense et qui est une révolution géopolitique. En réalité, nous assistons à la fin de ce qui a garanti la sécurité du continent européen pendant des décennies, c'est-à-dire la fin de la grande alliance transatlantique avec les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, on a une administration américaine et la scène terrible dans le bureau ovale symbolisait cela, une administration américaine qui fondamentalement se sent plus proche des tyrans comme Poutine que des démocraties européennes. Et donc on est face à un moment décisif pour l'Ukraine, évidemment, mais pour l'ensemble de l'Europe à travers l'Ukraine, c'est-à-dire le moment où il va falloir qu'on résiste, que l'Ukraine résiste, que l'Europe résiste, sans compter sur l'appui, le parapluie, la défense des États-Unis d'Amérique. Parce qu'il y aura 12 000 soubresauts, 12 000 allers-retours, 3 millions de changements de paroles, de ton de la part d'une administration qui semble très imprévisible au quotidien. Mais fondamentalement, la confiance est rompue. La confiance est rompue et on a une administration américaine qui reprend les lignes narratives produites à Moscou. Et donc, c'est pas simplement sur le soutien à l'Ukraine, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est aussi sur les politiques de changement de régime, la ligne sur qui a commencé la guerre, c'est aussi les discussions entre Russes et Américains sur l'organisation de la sécurité en Europe. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est un moment décisif dans le destin des Européens, de tous les Européens. Et ce moment, c'est celui de l'affirmation de soi ou de la disparition. C'est-à-dire que soit cette période sera le berceau d'une Europe forte et puissante avec l'Ukraine, soit ce sera son cercueil. Vous avez parlé de cette confiance rompue, évidemment, donc ça se sent d'une manière très concrète ici en Ukraine, parce qu'avec l'arrêt de renseignement, avec l'arrêt de l'aide militaire, c'est très concret, c'est-à-dire que ça relève de la trahison. Mais on se rappelle à la fois de votre échange un peu, qui est devenu un peu célèbre, en fait, avec la
porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui avait réagi à votre proposition, n'est-ce pas, que aux Américains d'envoyer la Statue de la Liberté vers la France. Elle vous a appelé d'une manière pas très respectueuse unnamed low-level French politician. et votre réponse, elle était brillante. Et voilà, et je reviens à ma question. C'est que vous avez dit que la confiance est rompue, mais dans votre réponse, c'était aussi dit qu'il y a beaucoup de moments dans l'histoire de la France et des États-Unis où, justement, il y avait beaucoup de compréhension et peut-être que l'espoir, donc ce n'est pas la désillusion, ce n'est pas la perte de confiance entre les peuples, mais plutôt voilà, ça concerne l'administration, cette nouvelle administration de Trump et le MAGA, sans doute, en général. Et donc, je poserai la question sur l'espoir dans les États-Unis, hors l'administration qui est en cours actuellement. Est-ce que vous croyez qu'il y a un espoir pour les États-Unis malgré la présence du Trump et le MAGA qui sont actuellement en pouvoir? Et si c'est le cas, dans quelle forme ça puisse prendre? Moi, j'ai espoir dans le peuple américain. Je pense que les Américains valent mieux que cette administration, que leur histoire, c'est d'être du côté des résistants et pas du côté des tyrans, que leur histoire, c'est d'être du côté des Zelensky qui résistent à la tyrannie et pas du côté des Poutine qui asservissent les peuples. Je pense que leur destin est infiniment plus grand que cette administration-là. Mais pendant les 3 prochaines années, les lumières sont éteintes. Soyons réalistes, soyons cash. On n'arrivera pas à faire évoluer cette administration. Et donc, il va falloir qu'on se débrouille tout seul. Et c'est ça que les Européens doivent comprendre. C'est-à-dire que on a passé vraiment 80 ans en Europe de l'Ouest à l'abri du parapluie américain. Ça nous permettait de ne pas nous poser des questions de paix, de guerre. Ça nous permettait de ne pas nous poser des questions tragiques de vie ou de mort. Et que finalement, on déléguait ces questions-là à Washington. Et ça, cette période-là a pris fin. Et quand bien même on reviendrait sur l'administration Trump, quand bien même on changerait cette administration et une administration plus pro-européenne et plus attachée à la liberté prendrait sa place, il faut plus reproduire cette dépendance-là qui est profondément malsaine. Vous savez, il y a une chose sur laquelle Trump a raison, c'est que les Européens sont des adultes et qu'ils pourraient prendre en charge leur propre sécurité. Et c'est donc à nous maintenant d'assumer le fardeau de la liberté. Et le fardeau de la liberté, c'est d'abord d'assumer le soutien à l'Ukraine. Et au lieu d'avoir les yeux rivés sur Washington, on ferait bien de regarder ce que nous faisons, nous, Européens. Parce qu'en fait, nous sommes des pays riches. Nous avons des capacités propres. Eh bien, il faut les mettre au service de la résistance ukrainienne. C'est très important de faire des selfies avec Zelensky. C'est très important d'envoyer des tweets de soutien, mais ce qui est plus important encore, c'est de faire tourner nos usines. C'est de décupler l'aide qu'on apporte à l'Ukraine. C'est de saisir les biens, les avoirs publics qui sont actuellement gelés en Europe et qui doivent être affectés à la résistance ukrainienne. Ce qui est important, c'est les actes qu'on va poser maintenant. Et on ne va pas les poser simplement par solidarité avec le peuple ukrainien et avec la résistance ukrainienne. On va les poser, ces actes, on doit les poser, ces actes, parce qu'ils vont déterminer pas simplement l'avenir de l'Ukraine, mais ils déterminent notre avenir. Si on n'est pas capable de se hisser au niveau du péril qui nous fait face, si on n'est pas capable de comprendre que chaque mètre gagné par la Russie en Ukraine nous rapproche, nous tous, partout en Europe, de la guerre, eh bien, nous ne mériterons pas finalement ce destin d'homme libre qui est celui que nous voulons pour l'Europe. Et donc, c'est ça la leçon, c'est qu'en fait, on ne peut plus dépendre des États-Unis. Si les Américains redeviennent attachés à la liberté et à la démocratie, eh bien, ce seront nos alliés. Mais les alliés, c'est très dépendant de la situation de dépendance dans laquelle on se trouve. On ne peut pas dépendre pour la sécurité du continent européen éternellement des électeurs du Wisconsin, du Michigan ou de Floride. Oui, la question de la dépendance de l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est une question extrêmement importante parce que depuis des décennies, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, cette situation était là.
Et nous avons vu d'autre part que tout de suite après cette fameuse scène dans le cabinet ovale à la Maison Blanche entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, Volodymyr Zelensky s'est envolé en Europe, il était consolé tout de suite par un nombre de leaders européens. Nous avons vu bouger certaines choses, nous avons vu déjà plusieurs sommets entre l'Ukraine et les Européens, mais la question persiste quand même. Est-ce que, selon vous, l'Europe a déjà cette stratégie de la défense commune? Est-ce qu'il y a cette stratégie de l'Europe de la défense, de l'Europe forte, de l'Europe indépendante face aux dangers qui existent, qui proviennent de la part de la Russie et qui serait capable et autonome pour cette défense-là? Est-ce que la prise de conscience, selon vous, elle est totale ou pas? Non, elle n'est pas totale et c'est tout le problème. Vous savez, on est encore dans une sorte d'entre-deux, entre le réveil et le sommeil, entre les yeux ouverts et les yeux fermés. On hésite en Europe sur le fait de réellement prendre à bras le corps le moment historique qu'on traverse. Et elle n'est pas totale parce que nous sommes désunis déjà et qu'il y a des pays qui bloquent les institutions européennes, comme la Hongrie de Orban ou la Slovaquie de Fico. Mais même dans les pays qui sont pro-ukrainiens, qui sont pro-européens, qui sont du bon côté de l'histoire, eh bien, il n'y a pas l'effort suffisant en réalité au moment où on se parle. Vous savez, quand on parle du réarmement de l'Europe, Ursula von der Leyen annonce 800 milliards injectés dans la défense. Moi, je suis rapporteur du Parlement européen sur les instruments de défense et en particulier sur le programme EDIP et qui est l'embryon de la défense européenne. Mais en réalité, les 800 milliards n'existent pas. Ce sont des incitations faites aux États membres pour qu'ils investissent dans leur propre défense. Mais les fonds réellement européens sont totalement insuffisants. On a aujourd'hui travaillé sur un instrument de soutien à l'industrie de la défense ukrainienne. Cet instrument de soutien n'est même pas financé. On parle de 0 € au moment où on fait ce podcast. Et donc, en fait, il y a comme une hésitation encore chez les Européens. Et c'est contre cette hésitation que je me bats tous les jours. Je vois bien qu'il y a la tentation du business as usual. Il y a la tentation de se dire que, bon, bah, envoyer 10 canons César sur le front ukrainien, ça suffit. Et que derrière, il faut faire des grandes déclarations d'amour à Zelensky. Ces déclarations d'amour sont extrêmement importantes. Il ne faut pas mépriser la symbolique. C'était important d'entourer Zelensky après l'attaque du bureau ovale, l'attaque de Trump, l'attaque de Vance. Mais ce n'est pas suffisant. Ce dont les Ukrainiens ont besoin, et donc ce dont les Européens ont besoin avec les Ukrainiens, c'est d'augmenter nos cadences de production, c'est d'envoyer plus d'armes en Ukraine, c'est de saisir, j'y reviens, les avoirs publics russes qui sont actuellement gelés en Europe et de les affecter à l'Ukraine pour envoyer un message extrêmement clair qui est que nous sommes capables de prendre la relève des États-Unis d'Amérique sur le moyen et sur le long terme, sur le court, sur le moyen, sur le long terme dans le soutien à l'Ukraine. Et si vous avez ces 210 milliards qui sont affectés à la résistance ukrainienne, ça veut dire qu'on offre aux Ukrainiens la capacité à dire non aussi quand les Américains font pression pour une capitulation. Et donc ça c'est ce que les Européens doivent faire. Mais est-ce qu'ils le font? Eh bien, la réponse, malheureusement, comme souvent en ce qui concerne l'Europe, c'est en partie oui, partiellement, mais pas encore totalement. Et comme votre question, c'est est-ce qu'il y a cette prise de conscience totale? Eh bien non, toujours pas. Et c'est ça qui est extrêmement frustrant depuis le 24 février 2022. Parce qu'en réalité, le 24 février 2022, on a déjà eu les discours sur nous avons pris conscience, nous sommes entrés dans un nouveau monde. En Ukraine se joue l'avenir de l'Europe. Mais si en Ukraine se joue l'avenir de l'Europe, alors comment on m'explique les retards sur les livraisons, les débats infinis sur les tanks, les débats infinis sur les missiles, les débats infinis sur l'utilisation de ces missiles pour frapper l'arrière-front russe. Eh bien, tout cela prouve qu'en fait, nous sommes encore dans une sorte de grille. On n'a pas allumé complètement la lumière dans les esprits des dirigeants européens. Et le problème qu'on a, c'est que c'est une course contre la montre. Et donc, il faut impérativement passer à la vitesse supérieure. C'est ce que demandent les Ukrainiens, mais c'est aussi, et ça c'est important de le noter, ce que demandent les citoyens européens. Parce que dans toutes les enquêtes d'opinion auxquelles nous avons eu accès, il y a une chose qui est très rassurante, c'est le niveau
de soutien populaire à travers toute l'Europe, un, pour l'Ukraine, mais deux, pour toutes les mesures les plus ambitieuses de réarmement de l'Europe et de création d'une défense européenne commune. Et donc ça veut dire que finalement les populations européennes ont bien conscience qu'il se joue là quelque chose de fondamental. Et je crois qu'il faut s'appuyer sur ce sentiment-là pour faire pression sur nos dirigeants. Et c'est ce qu'on fait en continu au Parlement européen, où il y a une forte majorité pour des mesures beaucoup plus radicales que celles qui sont prises actuellement. Oui, cette opinion publique, elle est importante et elle compte évidemment parce que nous sommes, quand on est en Europe, on est dans des pays démocratiques avec des régimes démocratiques et donc avec les élections, évidemment, cette opinion publique devrait être prise au sérieux par les hommes et les femmes politiques, évidemment. Mais en même temps, on entend assez souvent une chose que, voilà, dans cette situation de défi, de danger qui provient de l'Est, c'est-à-dire qui provient de la Russie, est-ce que, grande question, grand dilemme se pose, est-ce que l'Europe doit s'armer, donc consacrer le maximum de ses efforts pour s'armer elle-même, ou bien elle devrait aider l'Ukraine à contenir, à repousser l'armée russe? Et est-ce que chaque euro envoyé en Ukraine, c'est un euro en moins pour la défense proprement dite européenne? Est-ce que voilà, au niveau du char, au niveau du système Patriot, par exemple, c'est très flagrant parce que ça fait des mois que Volodymyr Zelensky demande des systèmes Patriot qui sont présents dans plusieurs pays européens, qui ne sont pas utilisés parce que heureusement il n'y a pas de guerre. Et donc comme les systèmes Patriot ils sont un déficit en quelque sorte, c'est la production américaine et ce sont les Américains qui détiennent la licence et qui détiennent les moyens de fabrication. Est-ce qu'on devrait permettre à l'Ukraine de se défendre, ou est-ce que bien on devrait au contraire profiter de ce temps-là accordé à l'Europe par l'Ukraine, qui défend actuellement le flanc Est, on va dire, de l'Europe, et puis s'armer eux-mêmes en attendant que l'Ukraine voilà, se dépeuple, voilà, il se fatigue, il s'use, etc. Il faut faire les deux en même temps. Mais ne pas armer l'Ukraine, c'est se condamner à la guerre. Ce que font les Ukrainiens aujourd'hui, c'est un sacrifice qui est un sacrifice d'abord pour l'Ukraine, mais qui est en fait un sacrifice pour l'ensemble de l'Europe. Et en réalité, euh, chaque euro investi dans la défense ukrainienne est un euro, est sans doute l'euro le plus profitable à la sécurité du continent européen. Et donc, la première urgence, l'urgence absolue, le court terme qui domine l'ensemble des considérations, c'est l'aide militaire apportée à la résistance ukrainienne. Parce que si la résistance ukrainienne s'effondre, c'est l'ensemble de l'Europe qui est menacée. Et donc, il faut faire les deux. Il faut d'abord augmenter drastiquement notre soutien à l'Ukraine et, dans le même temps, planifier à moyen et long terme le réarmement complet de l'Europe. Et en réalité, sur les patriotes, il faudrait donner les systèmes que nous possédons en Europe aux Ukrainiens et nous passer commande aux Américains pour nous rééquiper. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'administration Trump refuse même non seulement de prêter, livrer, donner à l'Ukraine, mais même de vendre à l'Ukraine les systèmes patriotes. Et donc, il faut impérativement que ce soit les Européens qui les fournissent. Moi, je ne vois aucune contradiction entre l'armement de la résistance ukrainienne et le réarmement du continent européen. Aujourd'hui, et c'est la manière dont nous travaillons au Parlement et en particulier sur la question d'Édipe, aujourd'hui, l'Ukraine est déjà membre de l'Union européenne quand il s'agit de sécurité et de défense. La défense ukrainienne est déjà partie prenante de la défense européenne. En réalité, l'Ukraine, vous avez dit, c'est le front est de l'Europe, mais en réalité, c'est le seul front, le front est. Il n'y a pas de menace immédiate d'invasion venant du Maroc ou de la Tunisie. Donc il n'y a pas un front sud qui soit comparable au front est. Et donc c'est le front aujourd'hui de défense de l'Europe, de défense de la démocratie, de défense des nations européennes libres et du projet européen dans son ensemble, c'est l'Ukraine. Et donc moi je mets en garde contre toute tentation qui semblerait réaliste et qui dirait nous avons besoin, nous, d'investir dans nos défenses
et qui laisserait l'Ukraine désarmée, parce que ça, c'est la condamnation de l'ensemble du continent européen à la guerre. Si nous voulons éviter la confrontation générale, la seule manière de l'éviter, c'est de faire en sorte que l'Ukraine résiste et puisse défaire l'armée russe sur son territoire. Et donc, quand on dit que les Ukrainiens se battent pas simplement pour leur liberté, mais aussi pour la nôtre, c'est pas une métaphore, c'est pas une image poétique, c'est pas une image romantique, c'est simplement un constat purement réaliste. Il faut écouter nos propres services de sécurité, il faut écouter les services de sécurité allemands, les services de sécurité danois. Je veux dire, c'est pas des gens qui avaient des idées très claires sur la menace russe. Donc, c'est des gens qui sont très réalistes, qui sont très sages, qui sont très modérés. Quand ils vous disent que la Russie prépare l'invasion d'un pays de l'Union européenne avant 2029, c'est qu'ils ont des éléments concrets pour vous le dire. Et je pense qu'il faut les prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux le fait que il y a une continuité, en fait, entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui va advenir sur le reste du sol européen. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut répéter inlassablement parce que les gens les dirigeants peuvent finalement considérer que la guerre en Ukraine est une normalité et que c'est un phénomène de politique étrangère. Ça n'a rien pour nous d'un phénomène de politique étrangère. C'est l'avenir de notre continent qui joue dans chacun des points clés du front ukrainien. Et donc la première urgence, c'est l'armement de l'Ukraine et le remplacement des États-Unis d'Amérique dans les fournitures d'armes. Voilà, vous dites que le danger est imminent, il peut être imminent, vous évoquez la date de 2029, mais oublions pas qu'il y a des entraînements russes, biélorusses qui sont prévus à l'automne 2025, c'est sur le territoire biélorusse, et dès qu'on entend ça, ici en Ukraine, ce sont des flashbacks qui nous reviennent, parce que ce sont les entraînements justement sur le territoire biélorusse qui ont précédé l'invasion de grande échelle en Ukraine que personne ne croyait possible aussi. J'ai dit avant 2029, ça veut dire que ça peut très bien être beaucoup bien avant. La question, c'est notre niveau de préparation. Et là, on est obligé d'être réaliste et de dire que notre niveau de préparation est très faible aujourd'hui. Il est faible matériellement et il est faible aussi mentalement. Et donc, c'est pour ça que l'enjeu numéro un, ça reste le soutien à l'Ukraine. Parce qu'en fait, fondamentalement, les Ukrainiens sont beaucoup plus près que nous. C'est ça la vérité. Et donc, c'est sur leurs épaules que pèse une grande part du destin européen. Et ce que je trouve vraiment désolant depuis 3 ans, c'est que, en réalité, les Ukrainiens, en ce moment, depuis 3 ans, nous permettent de ne pas nous poser la question numéro un, qui sera la question qui se posera assez rapidement, qui est la question de la confrontation militaire directe. Ce qui nous est demandé à nous, Européens, c'est d'assurer notre rôle d'arrière-front et donc de mettre en branle nos capacités productives pour servir le front ukrainien. Et ça, je veux dire, ne pas être capable de le faire, c'est une trahison non seulement de l'Ukraine, mais c'est une trahison de nous-mêmes. Je veux dire, quand Emmanuel Macron, euh, en 2022, à l'été 2022, dit il faut passer en mode économie de guerre, il a raison. Mais ensuite, que se passe-t-il? Est-ce que nous sommes passés en mode économie de guerre pendant toutes ces années? Non. La vérité, c'est que nous ne sommes pas passés en mode économie de guerre. Et que donc nous n'avons pas réalisé notre rôle, notre mission, nous n'avons pas rempli notre mission qui était celle de servir d'arrière-front productif à la résistance ukrainienne. Et ça, on le paiera très cher. Et donc c'est pour ça qu'il faut impérativement enfin remplir cette mission. Et d'autant plus qu'il y a ce revirement américain qui nous oblige à le faire. Vous avez évoqué Emmanuel Macron. Nous allons revenir en fait à cette idée de l'économie de guerre et au rôle de la France en fait dans cette guerre. Mais là, une question s'impose, une question importante. Elle porte sur l'OTAN. L'OTAN comme structure de défense collective en vigueur à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une organisation qui suscite des questions aujourd'hui, une question très concrète, comme par exemple par rapport à ces entraînements de l'automne 2025. Que se passe-t-il si la Russie, à un moment ou à un autre, ose une provocation contre un pays
balte, par exemple, qui est membre de l'OTAN, mais qui est un pays pour l'ensemble de l'Union européenne, de l'OTAN en fait, quelque part à l'Est. Est-ce que, et avec la position actuelle des États-Unis, qui n'est pas très compréhensible, alors quelle est votre vision déjà de cette organisation de l'OTAN et quel avenir est-ce que on peut envisager, on devrait envisager peut-être à l'avenir une manière de remplacer l'OTAN, parce qu'avec les États-Unis qui se retirent d'une manière déjà explicite de cette question de la sécurité de l'Europe, est-ce qu'on sera obligé de monter quelque chose d'autre à la place de l'OTAN? Qu'est-ce qui a fait la force de l'OTAN et a assuré la sécurité de l'Europe de l'Ouest pendant toute la guerre froide et ensuite c'est l'article 5. L'article 5, c'est l'assistance mutuelle en cas d'agression contre un des États membres. Ça veut dire que à Washington, on se sentait solidaire de Berlin, de la sécurité de l'Allemagne, par exemple. Est-ce que cet article 5 aujourd'hui est crédible? Ben, toute l'attitude de l'administration américaine tend à rendre l'article 5 non crédible. Et donc le problème qui se pose, c'est que quand vous êtes Vladimir Poutine, que vous avez vu la défaite de votre univers du KGB et de l'URSS pendant la guerre froide, à la fin de la guerre froide, que vous avez été à Dresde et que vous avez brûlé dans la nuit les documents du KGB parce que le centre du KGB était encerclé par des manifestants pro-démocratie, eh bien, vous avez ce désir de revanche et surtout cette question qui vous taraude, c'est est-ce que l'article 5 qui nous a conduit à la défaite, qui a conduit les soviétiques à la défaite pendant la guerre froide, était un bluff ou pas? Et donc, tout l'enjeu pour Poutine et les gens qui l'entourent, qui sont tous des KGBistes et qui ont tous vécu la défaite soviétique dans la guerre froide comme un traumatisme d'une profondeur immense, eh bien, tout l'enjeu, c'est de tester cet article 5. Et donc, ils vont essayer, et chaque signal de non-fiabilité américaine est un encouragement à tester cet article 5. Donc, en fait, on risque de se retrouver dans une situation terrible où, pour la première fois, cet article serait testé. Évidemment, il y a une certitude, c'est que notre sécurité ne peut pas dépendre de la réaction ou pas, ou de l'absence de réaction des États-Unis d'Amérique. Et que donc l'OTAN perd le sens qu'elle avait auparavant. Par contre, ça reste une structure de coopération extrêmement importante et de coopération militaire, même conventionnelle, extrêmement importante. Donc il ne s'agit pas de dire on va casser l'OTAN. Il va falloir créer une défense européenne qui utilisera l'OTAN comme une structure de coopération. Et il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi le Canada, il y a d'autres pays dans l'OTAN qui ne sont pas dans l'Union européenne, comme une structure de coopération. Mais le cœur de notre défense, désormais, doit être européen. Et c'est ça l'enjeu. C'est aussi l'enjeu de l'utilisation, par exemple, des fonds européens. Il faut que les fonds européens soient réservés aux productions européennes pour doper la capacité productive européenne et la rendre de plus en plus autonome vis-à-vis de la capacité productive américaine. Parce qu'en fait, on ne peut pas dépendre de l'autorisation ou pas pour l'utilisation des armes qu'on achète de l'administration américaine. Donc, il y a la nécessité de développer une défense européenne forte à laquelle on arrimera de manière nécessaire le Royaume-Uni, mais ça ne veut pas dire qu'on s'abordera l'OTAN, ça veut juste dire qu'on ne comptera plus sur les États-Unis pour garantir nos capacités dissuasives et nos capacités de réaction en cas d'agression. C'est vertigineux parce qu'en fait, on n'est pas prêt et qu'on a enfoui la tête dans le sable aussi longtemps que possible. On a d'abord enfoui la tête dans le sable quant à la menace de Poutine, en expliquant que finalement il ne menaçait personne, en considérant que l'invasion de la Géorgie était une affaire entre la Géorgie et la Russie, puis l'invasion de l'Ukraine en 2014, une affaire entre l'Ukraine et la Russie, et en ne prenant pas la mesure de la menace existentielle que faisait peser sur l'ensemble de l'Europe le régime de Vladimir Poutine. Mais on a aussi enfoui notre tête dans le sable avant l'élection de Trump, puis après l'élection de Trump, en se disant que de toute façon, eh bien, les liens avec les États-Unis étaient si forts qu'une administration n'allait rien y changer. Eh bien, en réalité, si, cette administration change beaucoup de choses
et il faut l'accepter et agir en conséquence. Donc ça veut dire développer nos capacités européennes, strictement européennes de défense. On utilise l'OTAN comme un espace de concertation, un espace de coopération militaire, mais on n'a plus d'illusions sur nos capacités à entraîner les États-Unis dans une réaction au cas où. Et ça, à Moscou, c'est parfaitement compris et c'est là-dessus que s'établissent les plans de l'état-major russe. C'est-à-dire, ils ont intégré le fait que les États-Unis d'Amérique s'étaient eux-mêmes découplés du continent européen, ce qui est une invitation à l'agression. Donc ça veut dire que chaque retard qu'on prend dans l'édification de nos instruments de défense est un appel à Poutine pour tester nos capacités de défense. Oui, ce test, visiblement, il ne va pas tarder. Revenons à la France. Donc, dans cette Europe de la défense, dans cette Europe forte et capable de se défendre, il y a quand même une place importante qui revient à la France. Nous avons entendu dans le discours d'Emmanuel Macron récemment, notamment des notes très importantes, notamment concernant le nucléaire, par exemple. Il y avait aussi, et on voit dans le concret aussi, dans les réunions, dans les sommets et dans les discussions, par exemple, de ce qu'on appelle en anglais Coalition of the Willing. En français, on dirait coalition des volontaires ou autre chose. On discute aujourd'hui la présence militaire même européenne en Ukraine. Dans quel format, on ne sait pas pour l'instant, mais en cas de cessez-le-feu, ça peut prendre forme même des troupes françaises, britanniques et autres sur le sol ukrainien. Comment voyez-vous le rôle justement de la France actuellement dans cette idée de concept de l'Europe forte et l'Europe de la défense? La France a un rôle historique à jouer là, parce que nous avons une industrie de défense qui est autonome, nous avons une dissuasion qui est autonome, et la France est le seul pays de l'Union européenne doté de capacités de dissuasion nucléaire. Et ça, c'est un héritage du général de Gaulle, un héritage des dirigeants précédents de la France. Et c'est un instrument extrêmement important pour notre pays qu'on doit mettre au service de l'ensemble du continent européen. Et en fait, la destinée de la France est d'assumer un rôle de leadership sur les questions de sécurité et de défense en Europe, et donc sur la question du soutien à l'Ukraine. Et depuis 2022, il y a eu une sorte d'occasion historique ratée, de rendez-vous avec l'histoire qui a été raté par Emmanuel Macron et par les dirigeants français. Il aurait fallu dès le début prendre le rôle de leader de la résistance européenne à Poutine et de leader dans le soutien à l'Ukraine. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des hésitations, des tergiversations, on a vu des troubles sur la ligne stratégique à adopter, et le résultat, c'est que la France a aidé l'Ukraine de manière bien trop insuffisante par rapport à ses capacités et par rapport à ce qu'elle aurait dû faire. On a vu aussi que la France s'est opposée aux sanctions sur le gaz naturel liquéfié, que Total est le principal importateur, Total Énergie est le principal importateur mondial de gaz naturel liquéfié russe au moment où on se parle, que les sanctions sur Rosatom ont été largement bloquées par la France, que sur la saisie des avoirs gelés russes, il y a des hésitations françaises, voire des blocages, et que donc la France a une position ambiguë. Mais sa destinée est celle d'un leader de la résistance européenne à Poutine. Et ça, je pense qu'on est en train de le comprendre à Paris, et que c'est pour ça qu'il y a une forme de clarification des lignes. Et oui, le président Macron a raison de poser la question de l'extension du parapluie nucléaire français au continent européen et à l'Union européenne. Et oui, il a raison de poser sur la table la question de la présence, en cas de cessez-le-feu, de troupes franco-britanniques et plus de pays s'il y a d'autres volontaires, mais avec un noyau franco-britannique, parce que ce sera la seule manière d'apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Et donc, je le répète, au reste du continent européen, parce que je ne dissocie absolument pas le destin de l'Ukraine du destin du continent européen dans son ensemble. Et donc, il y a
euh, vraiment un moment de définition pour la France, de définition d'elle-même, de définition de son rôle en Europe et de définition de son rôle dans l'histoire. Et je crois que c'est notre mission que d'être à l'avant-garde de cette défense européenne. Vous savez, on a perdu beaucoup de prestige en Europe et d'influence aussi en Europe ces dernières années, la France, parce que nos déficits euh, budgétaires, parce que nos faibles capacités commerciales ou économiques par rapport à l'Allemagne, parce que nous avons sans doute fait beaucoup de mauvais choix, y compris diplomatiquement, en décidant de privilégier l'alliance avec Moscou par rapport à notre influence en Europe centrale et orientale. Mais aujourd'hui, en s'appuyant sur notre dissuasion, sur notre industrie de défense, sur nos capacités militaires, en s'appuyant aussi sur le fait d'avoir choisi de ne pas dépendre du gaz russe et de s'appuyer sur nos capacités nucléaires dans la production d'énergie, eh bien, nous avons les moyens d'être ce fer de lance de la résistance européenne. Et c'est vraiment ce moment qui est décisif pour les Français, de savoir ce qu'ils veulent faire de leur nation. Et je pense que le sens même de notre histoire, c'est justement d'assumer ce rôle-là et c'est pour ça que c'est important que la France soit au cœur de cette coalition de volontaires qui permettent d'échapper au blocage et au droit de veto des pantins de Poutine au sein de l'Union que sont Orban et Fico et d'aller plus loin que les autres dans le soutien à l'Ukraine. Et vraiment, j'ai espoir que la France tienne son rang et remplisse sa mission dans ce moment particulièrement décisif de notre histoire. Et c'est dans les semaines qui viennent que ça se joue, hein, dans les semaines et les mois qui viennent. Il faut impérativement qu'on soit à la tête de cet effort européen. Ça commence par l'augmentation, j'y reviens toujours, mais c'est à la fin, c'est ça qui déterminera aussi l'avenir de l'Europe, par l'augmentation de l'aide directe à l'Ukraine. Oui, c'est capital. Et à la fois, cette résolution de la France que de maintenir ce rôle de leader à l'intérieur de l'Europe pour la défense européenne, pour la défense de l'Ukraine, elle dépend d'une manière très concrète de l'opinion publique française et du paysage politique en France, qui était d'ailleurs frappé récemment par un événement un peu hors norme, par la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité. Donc, est-ce que, selon vous, c'est un facteur positif et est-ce que le danger, qui était bien concret et bien réel, de l'extrême droite est éloigné pour la présidentielle à venir en 2027? Non, le danger n'est absolument pas éloigné. C'est penser que c'est Marine Le Pen qui détermine absolument toute l'élection, c'est mésestimer les courants qui traversent l'électorat en profondeur. Déjà, il n'y a rien de garanti qu'elle ne sera pas candidate, puisqu'il y a un appel qui aura lieu avant l'élection. Et deuxièmement, même si elle n'est pas candidate elle-même et qu'elle trouve un remplaçant, l'extrême droite sera extrêmement puissante à cette élection. Et cette élection de 2027 sera un référendum, en fait, sur le destin de la France, sur la démocratie française, sur son appartenance au projet européen et sur son rôle, justement, de fer de lance dans la résistance européenne aux puissances autocratiques et d'abord à la Russie de Poutine. Et ça, c'est pas résolu par une décision judiciaire. On est un pays qui a un état de droit. Il y a une indépendance de la justice. La justice tranche. Moi, je défends l'indépendance de la justice contre les diatribes populistes, contre les assauts du Rassemblement national. Mais je ne pense pas que cela résolve la question de l'élection et que je suis sûr même que cela ne résout pas la question de l'élection et qu'il y aura une réelle menace de l'extrême droite, même si c'est pas Marine Le Pen et que c'est Jordan Bardella, par exemple, qui la remplace. Donc on sera toujours dans une situation extrêmement tendue. Mais sur la question européenne et sur la question ukrainienne, il y a une majorité de Français, et c'est constant depuis 2022, mais c'est encore beaucoup plus fort depuis la scène du bureau ovale qui a été vécue comme une forme de traumatisme, pas simplement par les Ukrainiens, hein, mais par l'ensemble des Européens et par les Françaises et les Français de manière très nette, très claire. Je veux dire, ils ont senti que la baffe
que Trump voulait administrer au président Zelensky, c'était une baffe qui leur était destinée à eux aussi. Ils ont ressenti ça comme une attaque contre eux. Et donc, il y a un soutien extrêmement puissant en France à travers les différents électorats, pas simplement dans l'électorat social-démocrate et centriste, mais à travers les différents électorats à des mesures fortes de soutien à l'Ukraine et de construction de l'Europe de la défense. Et vous savez, je pense qu'on peut raviver cette flamme française qui est un attachement profond à la liberté, à la démocratie, à l'idée de résistance même qu'incarnent aujourd'hui les Ukrainiens et que les Français ont incarné dans d'autres périodes de leur histoire. Et ça, je l'ai senti par exemple pendant les élections européennes. Au début, quand je parlais à des experts, ils me disaient tous, mais enfin, Raphaël, tu parles beaucoup d'Ukraine et d'Europe, il va falloir parler d'autres sujets parce que finalement, les gens ne s'y intéressent pas beaucoup. Et moi, j'ai fait évidemment tout l'inverse. J'ai commencé tous mes meetings par l'Ukraine et par le destin de l'Europe qui se jouait en Ukraine, absolument tous. Et c'est ça qui a parlé aux gens. Et je suis convaincu que en fait, les élites françaises sont un peu en retard sur la population française elle-même et qu'il va falloir que ces élections de 2027 soient aussi des élections qui portent sur cette question-là, qui est la question essentielle pour nous aujourd'hui. C'est quelle attitude face à Poutine, quel soutien à la résistance ukrainienne et quel projet pour construire une Europe autonome, souveraine, capable de résister à ce régime fasciste russe qui veut la détruire. Et, et ça, je suis convaincu qu'une majorité de Françaises et de Français aujourd'hui, et c'est des données, on a accès à ces données, sont radicalement du côté de la résistance ukrainienne et de l'idée d'une Europe libre, souveraine, capable de se défendre et de défendre ses institutions démocratiques. Et donc, si on arrive à raviver cette flamme-là, eh bien, je pense qu'en fait, la période extrêmement dangereuse qu'on traverse pourra être une période de renouveau pour la France et pour l'Europe. Et quand on me demande, mais pourquoi vous êtes à ce point pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union, je réponds toujours, c'est par pur égoïsme. C'est parce que je suis convaincu que les Ukrainiens, en rentrant dans les institutions européennes, vont y apporter ce supplément d'âme et ce supplément de cœur, ce supplément de tripe aussi, qui aujourd'hui manque à l'Europe. Et donc, ce sera extrêmement bénéfique, évidemment, pour l'Ukraine, mais ce sera extrêmement bénéfique pour l'Europe elle-même, parce que ce dont nous manquons aujourd'hui, c'est de cette foi en nous-mêmes que les Ukrainiens, eux, par l'épreuve du sang et du feu, ont ravivé. Merci beaucoup, Raphaël. Je tiens à rappeler tout simplement que selon un sondage récent, ukrainien, 80% d'Ukrainiens seraient prêts à continuer le combat et la résistance contre la Russie, même dans la situation de l'absence de l'aide américaine. Voici aussi peut-être une leçon d'optimisme, parler de cette flamme européenne en France. Merci beaucoup pour votre analyse. Merci à vous. Et évidemment pour votre soutien à l'Ukraine. Merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Raphaël Glucksmann, député européen, le leader du parti politique Place Publique. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.